Oui. Si la restitution des têtes maories paraît tout à fait logique, qu'est-ce que nous devons penser avec une actualité brûlante qui est la demande du Bénin de la restitution d'œuvres d'art du Bénin qui ne sont pas des êtres vivants, ou qui ont vécu, mais qui ont pu être pillés ou qui ont pu être achetés. Il y a donc une thématique totalement différente. Qu'en pensez-vous? Les questions de restitution sont des questions extrêmement complexes parce qu'il y a une dimension juridique, il y a une dimension sensible, il y a aussi une dimension stratégique. Les musées, pratiquement tous les musées, je crois que c'est aussi vrai pour beaucoup de musées de beaux-arts, sont composés d'œuvres qui n'ont pas été faites pour être là où elles sont aujourd'hui. Donc les musées sont des pillards par essence. Ils sont composés de rétables qui étaient faits pour être ailleurs que sur les murs d'un musée. Alors, il y a un schéma légal, il y a d'autre part une sensibilité qui s'exprime et à laquelle on est obligé, et tant mieux d'ailleurs, d'être de plus en plus sensible. Il y a aussi, il faut bien le voir, de la part de ceux qui font la réclamation, une démarche stratégique, politique. Les objets, par exemple, je dirai un mot sans doute tout à l'heure dans ma présentation, les collections du Bénin qui sont au Quai Branly, elles ont été présentées au Bénin, à la demande du Bénin, il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et à l'époque, elles n'ont fait l'objet d'aucune revendication, et l'équipe du pouvoir aujourd'hui était déjà largement aux affaires au Bénin à cette époque-là. Donc ce sont des questions sur lesquelles il est très difficile d'avoir une réponse globale. Il y a des arbitrages à faire. Le côté confortable de la position d'un musée national, c'est qu'il n'est pas le propriétaire de sa propre collection. Donc, en général, quand on pose cette question, je la renvoie à la direction des musées de France et au ministère de la Culture. Comme l'a rappelé M. Machin tout à l'heure pour les têtes maories, il y a eu une loi. L'État a la responsabilité de la gouvernance de ces collections. Il est évident que si on pousse cette démarche de restitution jusqu'à sa logique ultime, c'est-à-dire de considérer que chaque œuvre doit retrouver son statut originel, il n'y a plus resté grand-chose dans les musées, et à l'inverse, on peut parfaitement comprendre à la fois d'abord des manques, des trous qui nécessitent un certain nombre de retours, et d'autre part une fierté nationale qui pousse à cette demande ou à cette revendication. Donc ce sont des questions qu'il faut apprécier, je dirais, collectivement, en essayant à la fois de sentir l'air du temps et de ne pas tomber. Dans l'exemple des têtes maories, M. Machin le sait bien, ma position initialement était défavorable à la restitution des têtes maories parce que je voyais dans cette affaire une sorte de destruction d'une boucle de l'histoire, c'est-à-dire que ces têtes ont fait l'objet, comme on le sait, d'un trafic et de collecte dans des conditions tout à fait ignobles, qui font partie d'une partie de l'histoire universelle. Et dans un premier temps, la politique néo-zélandaise envisageait ultimement de détruire ces têtes. Mon problème n'était pas tellement de savoir qui les possédait, où elles étaient, mais de savoir quelle place elles allaient avoir dans l'histoire de l'humanité. Et du point de vue des œuvres béninoises, c'est aussi ma préoccupation première, c'est-à-dire comment peuvent-elles être gérées à l'échelle de la planète. Finalement, dans le cas des têtes maories, il s'est passé deux choses. D'abord, la position néo-zélandaise a évolué, il n'y a plus de question de destruction. D'autre part, il y a eu, vous avez été témoin ici à Rouen, un mouvement unanime, la loi a été votée à l'unanimité, une espèce de ferveur des deux côtés, du côté néo-zélandais et du côté français. Ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'encore une fois, la dimension sensible fait partie de cette question de la restitution. Personnellement, ça m'a conduit, dans le cas des têtes maories, à changer ma position. Donc en ce qui concerne le Bénin, la situation est un peu du même type, et il faut, je crois, être à l'écoute et ne pas mépriser la demande des autorités béninoises. Il faut faire attention non plus à ne pas tomber dans une espèce de solution politiquement correcte, facile, qui pourrait d'abord mettre en péril des œuvres qui appartiennent, je crois, au-delà du Bénin à l'ensemble de la communauté, et d'autre part qui sont dans une situation juridique
qui est clair dans la collection française. C'est moi qui ai le micro. Je ne sais pas si ça parle, oui. En fait, je n'ai pas vraiment une question, mais une réaction. J'ai le sentiment, entre la première conférence de M. Jean-Hubert Martin et les 3 autres interventions, d'un éloignement. C'est-à-dire que, autant l'intervention de M. Jean-Hubert Martin me donnait le sentiment qu'on se rapprochait les uns des autres, autant les interventions suivantes m'ont donné le sentiment que l'autre, et d'ailleurs on a commencé à utiliser un certain nombre d'expressions qui m'ont un peu choqué, hein, comme ces contrées, notre civilisation, ou les communautés, ou l'autre, toutes ces choses qui me donnent le sentiment que, malgré une extrême bonne volonté, je mettrais un peu de côté le musée d'Aquitaine, dont j'ai trouvé la démarche extrêmement intéressante, que malgré une extrême bonne volonté, il y a un renforcement dans mon esprit d'un éloignement de l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire que ce regard ethnocentré européen dont parlait M. Jean-Hubert Martin me semble renforcé d'une certaine façon, malgré le désir de prendre en compte la richesse, l'existence, les conditions d'attribution des œuvres, etc. Et il me semble que ça nécessiterait, et j'ai entendu ça dans l'intervention de M. Jean-Hubert Martin, que je ne connais pas, hein, mais j'ai entendu le désir d'une espèce de dissolution des frontières que je retrouve dans les interventions suivantes. Par ailleurs, pour avoir eu la chance extraordinaire de passer une journée entière enfermée dans le musée colonial, le musée qui se trouvait à la Porte Dorée, avoir eu la chance de passer une journée enfermée dans ce musée fermé avec Étienne Féot, qui de toutes ses forces rejetait l'idée qu'il puisse y avoir un art primaire et un art non primaire, on ne le définit pas d'ailleurs, et qui pour cette raison d'ailleurs je crois a refusé de partir au musée du Quai Branly. Je ne retrouve pas dans la façon dont ça a été présent, la présence et le passage d'Étienne Féot au musée d'Angoulême, je ne retrouve pas cette espèce d'extrême valorisation des cultures, du côté artistique, précisément artistique des arts premiers, dits premiers, dont j'ai le sentiment que ça s'éloigne dans la présentation que vous avez pu faire du musée d'Angoulême ou dans la présentation que vous avez pu faire, monsieur, de ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, qui par ailleurs est d'une extrême générosité, je ne dis pas le contraire, mais je pense que cette générosité, moi j'ai envie de l'interroger, de la pousser encore plus loin et voilà, de faire attention encore à cette façon de regarder de loin, de regarder de haut, de regarder de notre espace à nous, d'où on est. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et elle a une question, donc je passe le Vous avez une interrogation, en fait, bon, évidemment, dans les interventions qui sont courtes, on ne veut pas avoir toute l'histoire, mais dans le musée de Rouen, on voit bien d'où vous parlez, la question d'une représentation coloniale, et puis la façon dont vous avez clairement voulu passer à autre chose. Mais du coup, c'est quand même un peu l'objet de nos journées, l'histoire de la construction du regard colonial, et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui dans plein d'endroits, dans le musée et ailleurs que dans le musée. Où est-il passé? Où est passée cette histoire-là? Est-ce qu'elle est ailleurs dans le musée? Est-ce qu'elle voilà, parce que là, pour le coup, j'ai la sensation d'une disparition, alors que il me semble que mettre en valeur, comme vous le faites aujourd'hui, les autres cultures et la mise en dialogue, ça n'est pas suffisant, à mon sens, pour détricoter le regard colonial qui est à l'œuvre un petit peu partout dans la société.
Oui, bien sûr. On a présenté un peu l'histoire coloniale et le lien avec les collections justement issues de cette histoire coloniale dans une expo temporaire qui était issue elle-même d'une exposition qui avait été faite au Quai Branly, qui s'appelait Zoos humains, l'invention du sauvage, où on abordait justement de façon temporaire et cette question de la représentation de l'autre et du coup de ce que l'on avait, de ce que les musées comme les zoos humains avaient entraîné comme image et comme représentation de l'autre dans l'ensemble de cette histoire. Donc ça, on en a parlé lors de cette présentation-là, lors de cette exposition-là. Et l'idée, évidemment, va être de raconter aussi cette histoire. Le muséum, par exemple, est le lieu d'un tournage qui est en train de se faire actuellement sur ces questions du lien entre les musées, la colonisation, la représentation de l'autre, et qui passera sur Arte, normalement, septembre 2017. Donc on se donne rendez-vous à ce moment-là. Voilà. La question que vous posez, je pense, est très importante, c'est-à-dire ces muséographies qui semblent datées, elles ont une valeur dans un discours historique, dans le regard sur ce discours historique, et ce que disait Stéphane Martin ici, avec la crainte de la dissolution d'une boucle du temps, d'un témoignage d'une époque, même si cette époque est révolue, nous devrons effectivement le prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai... Révolution. Oui. Alors, une dernière question, puis après on redonne la parole aux intervenants et ensuite on reviendra à la salle. Moi j'ai une question à vous poser. Oui, Jacques Coquet, je représente le musée maritime de Rouen et je voulais vous dire combien il y a de similitudes entre la ville de Rouen et la ville de Bordeaux et que le fait d'avoir un musée qui est situé sur l'axe Seine et qui, chez nous, la ville de Bordeaux, mais aussi la Réunie, est un fait important. Par ailleurs, vous remarquez qu'on a eu à peu près le même type d'activité, sauf que nous avons eu des commerces très honorables avec les Indiens pour les bois rouges, alors qu'à Bordeaux, ils ont eu effectivement quelques dérives vis-à-vis du commerce triangulaire. Je voulais vous préciser ça. Pour le reste, on voit aussi combien il est intéressant de travailler avec un musée des Antiquités, du fait qu'on a eu des explorateurs nombreux et que notre musée a des tas de témoignages de cette période grandiose de notre passé maritime. Nous avons été longtemps le premier port de France, il ne faut pas l'oublier, et jusqu'à la Renaissance est passée, on a fait beaucoup de choses à Rouen, et tout ça est un petit peu tombé dans l'oubli. Actuellement, on est cerné par des forains, on peut bien pénétrer dans notre musée, mais j'espère qu'il reprendra vie et que le patrimoine régional fera le musée maritime comme il se doit. Effectivement, c'est un musée très important pour l'histoire de Rouen, et je crois que bien sûr, il y a un avenir pour ce musée, mais je voudrais aussi dire que la question du passé de Rouen vis-à-vis du commerce transatlantique, etc., doit aussi être prise en compte par l'ensemble des musées et l'ensemble des acteurs culturels de cette ville, et pas simplement dans un lieu à qui on dévoluerait cette tâche difficile. En fait, je voudrais surtout évoquer un point pour en aborder beaucoup d'autres, qui est le rapport qu'un musée comme le musée du Quai Branly, ou désormais le dernier musée du Quai Branly Jacques Chirac, entretient avec ses collections, et dans quelle mesure finalement une collection définit un musée. Comme vous le savez, donc, le musée du Quai Branly Jacques Chirac a 10 ans à peine, donc c'est un jeune musée, mais c'est un musée qui est l'héritier d'une très vieille collection. Vous vous souvenez d'abord de la polémique qui a encadré sa naissance, puisque la naissance du musée du Quai Branly a entraîné la disparition de deux autres musées, le musée de la Porte d'Oreille, le musée des Arbres d'Afrique et d'Océanie. Le musée de l'Homme, donc dans la collection d'ethnologie, a été écartelé entre le musée du Quai Branly et le MUSEM, qui a récupéré la collection européenne, elle-même fusionnée avec l'ancien musée des arts et traditions populaires. Sans parler d'ailleurs de la situation d'un certain nombre de pièces, parce qu'au sein même du musée d'histoire naturelle, du musée de l'Homme, certaines parties des collections avaient été classées entre l'anthropologie culturelle et l'anthropologie humaine de manière
relativement hasardeux, ce qui fait qu'un certain nombre de pièces de collection qui auraient pu ou dû être transférées au musée du Quai Branly sont en fait restées au sein du muséum et d'ailleurs permettent aujourd'hui la renaissance du musée de l'homme. Il ne faut pas oublier que ces deux ou trois musées, en tout cas les deux musées principaux, qui ont alimenté la collection de ce qui allait devenir le musée du Quai Branly et aujourd'hui le musée du Quai Branly Jacques Chirac, ces musées eux-mêmes étaient le produit de l'histoire des collections. Le musée de la Porte Dorée, qui ne s'appelait plus depuis longtemps le musée des colonies, mais qui était dans l'ancien bâtiment d'un musée qui s'était lui-même installé dans un bâtiment qui n'avait pas été construit pour être un musée, mais pour être une sorte de palais des colonies, provenait en grande partie des collections du musée de l'Homme, accru par un certain nombre de collectes et d'achats importants, que les collections du musée de l'Homme, elles, provenaient du musée du Trocadéro, qui lui-même provenait toute une litanie de musées antérieurs, jusqu'au musée du Louvre, au musée américain du Louvre, et jusqu'au cabinet des médailles, par exemple, de la Bibliothèque nationale. Cet objet est une sorte d'item numéro 1 de ces collections, en tout cas par la collecte, puisqu'on sait de manière assez précise comment il est arrivé en France dans les bagages de l'expédition d'Île Gagnon, dans les bagages de André Tevet, et offert au roi Henri III. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une collection dans un vieux musée, dans un vieux pays, est nécessairement une série de couches historiques et de hasards, d'opportunités. Et dans le cas des collections du Quai Branly, qui sont gigantesques par leur taille, puisqu'il y a à peu près 300 000 objets dans les collections, sans parler des images, des livres, qui représentent au total pas loin d'1 million d'objets. Donc dans l'immensité de cette collection, les couches successives d'histoire sont encore plus importantes. Et donc une des premières questions que nous avons dû nous poser lorsque le musée a été créé en 1998, parce que, par parenthèse, la construction du Quai Branly a suivi un cheminement assez original, dans ce sens que l'État a choisi de créer juridiquement le musée avant même qu'il n'existe, avant même qu'il ait ses collections. Donc il a été créé en décembre 1998, et il a eu donc à choisir en quelque sorte son nom. Et cette simple question du nom a été, à mon avis, révélatrice d'un débat intéressant entre la toute petite équipe de préfiguration et la direction des musées de France. Personnellement, je tenais pour une sorte de nom de code, donc en l'occurrence Quai Branly, l'avantage de ne vouloir absolument rien dire, c'est uniquement l'adresse du musée, qui a l'inconvénient de ne pas être très euphonique et de ne pas être un terme extrêmement joli à prononcer, bien difficile à traduire dans les langues étrangères, et la direction des musées de France à l'époque, qui tenait fermement à une dénomination descriptive, musée des arts et civilisations. Déjà, je trouve que la question de art et civilisation sont des vocables complexes à cerner et à définir, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie qu'on aurait acronymisé de manière confortable. Et donc le fait que nous ayons choisi, que finalement le gouvernement ait choisi de donner à ce musée un nom qui ne veut rien dire, établit déjà un rapport particulier à la collection. Le fait aussi que nous ayons dû, il faut bien le dire, démanteler notre musée pour constituer notre propre collection, nous a donné aussi un regard particulier sur la collection. D'abord, le sentiment fort, j'en parlais tout à l'heure en parlant de la question des restitutions, que notre collection n'est qu'un élément de la collection nationale. C'est-à-dire que et ça explique, je crois, beaucoup de ce qui s'est passé au Quai Branly depuis 10 ans, nous ne nous sentons pas propriétaires de ces collections comme un collectionneur privé peut se sentir propriétaire d'une œuvre qu'il a achetée à Damien Hirst. Nous en sommes le gestionnaire au nom de l'État français, qui lui-même est en partie le dépositaire au nom d'une communauté universelle. Ça ne répond pas complètement à la question qui se pose et qui se posera de plus en plus des restitutions, mais ça implique un rapport, je crois, différent à la collection. D'autre part, cette collection comprend, j'ai pris cet exemple pas tout à fait au hasard, mais cette collection comprend des pièces qu'on n'imagine absolument pas trouver dans un musée des civilisations. Donc là, vous voyez
la mise au carreau d'un Gauguin immensément célèbre. Qu'est-ce qu'il fait au Quai Branly? C'est une question, par exemple, que je me suis posée quand j'ai pris la responsabilité de ce projet. Et personnellement, j'étais assez favorable à ce que cet ensemble de dessins de Gauguin que nous avons dans nos collections rejoigne le musée d'Orsay. Les conservateurs du musée étaient très contre, avec un argument d'abord d'attachement comment dire, symbolique, et puis avec aussi des arguments, j'allais dire, de pouvoir, dans un premier temps m'ont surpris, mais qui finalement sont révélés assez utiles, parce que, par exemple, en ce moment, nous exposons au musée du Quai Branly, nous allons ouvrir une exposition qui s'appelle Color Line, une exposition sur la peinture africaine-américaine, donc de la peinture, et beaucoup de ces prêts ont été très compliqués à obtenir, en particulier parce que beaucoup de musées nous ont dit « vous n'êtes pas un musée des beaux-arts, donc vous n'avez pas à recevoir de la peinture, et vous n'avez rien à nous proposer en échange le jour où nous ferons une exposition ». Et donc, par exemple, disposer d'une collection de peinture, ce qui est le cas, on le sait peu, du musée du Quai Branly, à l'intérieur de cette collection de peinture et de dessins, de pièces très importantes, est évidemment aussi un élément de la liberté, en quelque sorte, du musée. Par ailleurs, nous avons fait un choix, je ne vais pas l'illustrer, mais je crois que vous le connaissez maintenant, qui peut aussi paraître étrange. Donc, nous sommes à la tête d'une immense collection, et nous avons fait le choix de consacrer la moitié de notre espace à des expositions temporaires. Ça peut paraître curieux, donc des expositions temporaires qui se bâtissent elles-mêmes, en grande partie avec des œuvres qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas conservées par le musée du Quai Branly. C'est indiscutablement le signe d'une forme d'échec, en quelque sorte, de la seule capacité d'une collection à signifier une problématique. C'est-à-dire que je crois que si on en est arrivé à cette conclusion, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'une collection, même si notre collection répond par certains critères à ce que Jean Hubert appelait tout à l'heure la situation du Louvre, c'est-à-dire une importance telle qu'elle peut se permettre d'avoir une véritable valeur encyclopédique et d'avoir la capacité de couvrir un temps et un espace significatif de l'histoire de l'art ou même d'une description ethnographique. D'abord, on s'aperçoit que la fonction, comment dire, de représentation culturelle des objets s'amoindrit, devient en tout cas extrêmement ambiguë, c'est-à-dire qu'une vitrine d'art inuit a beaucoup moins de chances que ce qu'elle ne pouvait le faire il y a une trentaine d'années, d'être capable de convaincre un jeune visiteur qu'elle représente, au sens global du terme, le monde inuit. Parce que le bombardement d'images dont parlait très bien Jean Hubert tout à l'heure, parce que les différentes sources d'information, parce que la porosité permanente de l'art contemporain, le fait que l'art contemporain que nous fréquentons tous, que nous soyons d'ailleurs visiteurs de musées ou pas, à travers la mode, à travers les magazines sur papier glacé, à travers l'imprégnation des ready-made dans l'ensemble de la culture contemporaine, l'esthétisation générale de nos pratiques culturelles fait que la fonction de pure représentation ethnographique d'un objet, à mon sens, aujourd'hui ne peut plus permettre de plus fonctionner avec un visiteur comme quelque chose qui permet de représenter une société. Ça permet d'expliciter éventuellement ce que sont un certain nombre d'objets par rapport à leur usage dans cette société, mais ça ne peut plus globalement représenter une société. Et donc nous avons fait le choix, qui est finalement une solution, encore une fois, de facilité, mais je crois relativement efficace, et j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant, de consacrer la moitié de notre espace à des expositions temporaires qui sont en général extrêmement signées avec un auteur et un point de vue, donc des expositions qui assument leur subjectivité, et de montrer la collection permanente, la collection du musée. Je dirais que le mieux que nous pouvons le faire, c'est-à-dire en essayant de donner à la fois les informations sur l'usage que nous avons, d'essayer d'en montrer le mystère, la beauté, d'essayer à la fois de répondre à la question de la magie poétique dont parlait Jean Hubert et du sens ethnologique, ou du sens en tout cas de ces objets dans leur culture d'origine, mais en assumant l'insuffisance
et la pauvreté de cette démarche, parce que je crois que, d'une part, elle n'est plus en phase avec la situation culturelle du public, ses sources d'information, et elle n'est évidemment plus non plus en phase avec la situation politique générale et les demandes dont parlait par exemple Sébastien Machin tout à l'heure, des représentants de ces cultures d'origine qui, évidemment, ne se satisfont pas de ce type de représentation, qu'on appelle souvent, de façon pas très gentille, coloniale ou post-coloniale, alors qu'en réalité, bien sûr qu'elles ont un lien fort avec la colonisation, mais elles ne sont pas associées à une volonté de colonisation culturelle, elles sont simplement associées à une faible capacité, encore une fois, de ces objets de porter la charge de messages de plus en plus large qu'on veut leur faire assumer. L'autre aspect de cette collection que je voulais évoquer, c'est la question de son élargissement et la question des acquisitions. Peut-être, encore une fois, à cause de l'origine dont je parlais tout à l'heure du musée, nous sommes extrêmement attentifs à ne pas fonctionner comme une sorte d'univers autarcique. Un des reproches que je faisais personnellement au moment où le musée est né au musée de l'homme, c'était d'avoir trop longtemps ignoré qu'il s'était construit en 1937 dans un paysage culturel qui n'avait plus aucun rapport avec celui dans lequel il a terminé ses jours, en tout cas provisoirement. C'était dans un paysage où il s'était passé Magicien de la Terre, où le centre Pompidou existait, où il y avait la Fondation Cartier. Donc nous avons fait le choix, par exemple, dans le domaine de la création contemporaine, de nous concentrer essentiellement sur la photographie. Et là aussi, pour des raisons qui ne sont pas très satisfaisantes d'un point de vue théorique, qui sont des raisons, j'allais dire, aporiques, c'est-à-dire que nous n'avions pas la possibilité de faire autre chose. Nous nous sommes dit que ça n'avait pas de sens de construire une collection d'art plastique parce que nous n'avions pas la capacité physique, nous n'avions pas les conservateurs pour, nous n'avions pas les moyens de conservation, nous n'avions pas l'expertise nécessaire, que d'autre part, d'autres institutions, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, existaient dans ce paysage, et qu'il fallait s'inscrire dans un périmètre qui est d'ailleurs extrêmement fluctuant. Et donc nous avons fait le choix de nous concentrer sur la photographie, parce que d'une part, nous avons une très bonne conservatrice pour la photographie, et souvent, je crois que le moyen le plus simple de faire de bonnes acquisitions, c'est d'être extrêmement pragmatique et de faire ça en fonction de l'équipe dont nous disposons. Et d'autre part, parce que, curieusement pour moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste de la photographie circule aussi peu et aussi mal que les grandes installations ou que les arts plastiques, c'est-à-dire que les écoles nationales restent aussi étroitement fermées. On parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande. Il y a des photographes extraordinaires en Nouvelle-Zélande. Ils sont extrêmement peu représentés dans les collections publiques françaises. Je crois qu'ils ne sont pratiquement pas représentés dans les collections du Centre Pompidou. Donc nous avons fait ce type de choix. Voilà un autre objet des collections du musée pour vous montrer la diversité de ces collections. Je pensais bien que vous alliez évoquer la question des restitutions. Donc voilà par exemple un des objets de Béhanzin, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, Béhanzin lui-même. Et donc cette question de quelle vie future pour ces collections, quelle place donner aux demandes de restitution, quelle place donner d'ailleurs aussi à une éventuelle répartition future des collections, parce que la situation en réalité est très différente. Je ne sais pas, pour prendre par exemple l'exemple de l'île de Pâques, dont on peut penser que 95% des moailles de l'île de Pâques sont encore à l'île de Pâques, et que donc l'urgence extrême de faire revenir à l'île de Pâques la vingtaine de moailles qui se trouvent répartis sur la planète n'est pas extrême, ce qui n'empêche un certain nombre de représentants des habitants de l'île de Pâques de demander cette restitution parce qu'ils estiment que ces objets, ce qui est vrai d'ailleurs, sont partis de manière spoliatrice, sont partis sans l'accord de la communauté. Et la situation de l'art africain, où on voit bien que la quasi-totalité des œuvres historiques importantes se trouvent hors d'Afrique, et que donc au-delà même de la question de la restitution,
de la restitution au sens d'une fierté nationale, en l'occurrence du trésor d'un chef d'État qui n'était pas un personnage particulièrement sympathique d'ailleurs, mais enfin, qui a été lui-même Béhanzin, oui, non. Mais quel rapport? Comment? Oui, absolument, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Je voulais dire qu'au-delà même de la question d'une demande de restitution qui répond à un désir de fierté et de reconstitution du patrimoine national, se posera, j'en suis convaincu un jour, la question d'une meilleure répartition des richesses culturelles sur la planète, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que, éternellement, la quasi-totalité du patrimoine africain soit hors d'Afrique, je dirais, quelles que soient les demandes de restitution ou quelles que soient les questions juridiques, la situation juridique de ces œuvres, il faudra qu'une partie de ce patrimoine retourne en Afrique. Je parlais tout à l'heure d'un monde un peu triste dans lequel toute la peinture italienne retournerait en Italie et toute la peinture française reviendrait en France. Mais la situation n'est pas la même lorsque un peu de peinture italienne se trouve aux États-Unis ou en France, ou lorsque, comme c'est le cas pour la sculpture africaine, la quasi-totalité de ce patrimoine se trouve à l'extérieur du pays. Et voilà, je voulais terminer par tout ça est un peu désordonné, mais je voulais terminer par une question aussi qui concerne les acquisitions. Alors, quelles sont les œuvres que nous cherchons à acquérir? D'abord, j'ai montré tout à l'heure un peu rapidement un fétiche sanguier, une statue sanguier, des œuvres africaines qui ont une histoire, j'allais dire, post-africaine, une histoire dans les collections et le goût occidental, et qui peuvent raconter aussi une partie de cette aventure universelle, et d'autre part, des objets que nous achetons, que nous faisons acheter dans les pays d'origine. Alors, on n'a pas le temps d'entrer j'imagine, dans beaucoup de détails autour de la question dite des collectes, qui est un des grands totems et fétiches des musées. Je crois que les musées ont tous, en tout cas c'est le cas du Quai Branly, renoncé à l'idée du caractère encyclopédique et exhaustif d'une collection, et donc nous sommes amenés nécessairement à agir de manière subjective. C'est-à-dire que par exemple, le masque qui est là, qui est une œuvre qui vient du nord de la région de l'Isan, dans le nord-est de la Thaïlande, a été acheté sur place après avoir été en quelque sorte commandé par un conservateur qui travaille avec des conservateurs de Thaïlande sur cette mascarade qui d'ailleurs elle-même est de tradition relativement récente, dans un objectif spécifique qui est la préparation d'une exposition que nous allons faire dans quelques années sur les fantômes en Asie, de la même manière que, toujours en Thaïlande, il a collecté des affiches de films d'horreur thaïlandais qui sont liées aussi à la réalisation de cette exposition. Et donc je voulais par là signifier que la collection n'a plus du tout la même vertu, ou en tout cas la même fonction, par rapport au musée qu'elle pouvait avoir même à l'époque de Georges-Henri Rivière, c'est-à-dire qu'elle est une partie de sa mission, que l'élargissement de cette collection n'est pas considéré en soi comme un aboutissement et comme une pratique qui peut englober la totalité du champ de ce que le musée veut signifier, mais comme un des éléments de notre fonctionnement. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'exposition qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Colorline, et qui, sauf erreur de ma part, ne présente aucune œuvre appartenant aux collections du musée du Quai Branly, mais qui est totalement bâtie avec des œuvres empruntées, et qui en même temps traite d'un sujet, la discrimination raciale aux États-Unis après la fin de la guerre de sécession, enfin de deux sujets d'ailleurs qui sont conjoints très étroitement, mais qu'on peut aborder séparément, la discrimination après la fin de la guerre de sécession et
l'art africain-américain tel qu'il a été produit, réalisé et non collectionné, non collecté, collectionné en Europe au XXe siècle. Voilà quels sont les quelques points que je voulais, dans un certain désordre, évoquer. Mais je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Martin, si peut-être, pensant qu'on puisse vous libérer pour que vous puissiez retourner à Paris, est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention, des remarques? On a pris beaucoup de retard, quoi qu'il en soit. Oui, c'est une question. Oui, à propos des restitutions africaines, face à la conjoncture géopolitique, je pense notamment à Tombouctou, aux destructions patrimoniales, justement. Quelle est la réflexion sur la restitution par rapport à l'Afrique, par exemple? Oui, c'est un vrai sujet. Par exemple, il y a au musée du Quai Branly les peintures de l'église de Gondar. C'est toujours un exemple qu'on cite quand on évoque ce type de situation. Des peintures qui ont été collectées par des chercheurs du musée de l'Homme dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, d'une manière qui aujourd'hui serait tout à fait inacceptable, puisqu'on a littéralement déshabillé l'église de Gondar de ces peintures pour les rapporter en France. Sauf que depuis, Gondar a été quasiment totalement détruit, que l'église dans laquelle se trouvaient ces peintures est en cendres, et que ce pillage, puisque ça a été réellement réalisé dans des conditions qui sont absolument inacceptables selon les critères d'aujourd'hui, a permis de sauvegarder ces peintures. Encore une fois, je crois que ce sont des questions, enfin, en tout cas c'est mon sentiment, qui ne peuvent pas être appréhendées globalement. Parce qu'il y a une dimension patrimoniale, il y a une dimension juridique, il y a une dimension sensible. Et ces trois questions, ces trois dimensions, je veux dire, s'alignent différemment selon le sujet précis dont on parle. Il y a, comme dans tous les sujets humains, des enjeux de pouvoir très forts, des stratégies personnelles qui sont parfaitement compréhensibles. Et donc, il est compliqué de trouver une solution globale. Il faut les examiner au cas par cas. Un autre exemple, par exemple, de cette extrême ambiguïté, c'est la situation des masques et des sculptures Hopi. Il y a, si vous vous intéressez à ce sujet, vous l'avez peut-être vu, il y a régulièrement, depuis 4 ou 5 ans, des ventes à Paris d'objets Hopi. Ces objets, ces masques et ces sculptures viennent de collections américaines qui entrent sur le territoire français avec l'autorisation de sortie du territoire américain délivré par les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'ils sont vendus aux enchères à Paris, ils font l'objet d'une protestation des États-Unis qui s'oppose à leur vente, mais qui les a par contre laissés sortir des États-Unis pour être vendus. Les actions qui ont été entreprises par les représentants des Hopi devant la justice ont toutes échoué parce que, en droit français au pied de la lettre, ces objets sont en situation d'être vendus. Lorsque la première vente a eu lieu, le musée du Quai Branly a acheté un masque avant qu'il y ait le déclenchement de ces protestations, qui sont le fruit de ces protestations qui sont présentées par des structures qui sont elles-mêmes pas très faciles à identifier. Après ces premières, dont la légitimité est complexe à identifier, mais qui en général sont relayées par des ONG que nous connaissons bien. Après cette première protestation, nous avons cessé d'acheter des masques Hopi dans ces ventes, alors que légalement nous pourrions le faire. Donc voilà un exemple de la complexité de la situation, de la part subjective, du fait que je crois que cet exemple de ces masques et de ces sculptures Hopi illustre bien le fait qu'il n'y a pas de solution globale, qu'il faut réagir au cas par cas en essayant de trouver la meilleure solution possible. On peut encore faire une réflexion? Parce
fait, je voulais juste rebondir sur la dernière phrase que vous avez dite, Monsieur Martin. Vous êtes le deuxième Martin, en fait. Hein. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne va pas éternellement, la situation ne peut pas durer de façon éternelle, que les pays d'où sont issues les œuvres, qu'elles aient été empruntées, achetées, pillées, volées, quelle que soit leur situation légale, ça ne peut pas éternellement durer que du point de vue culturel, les richesses culturelles se trouvent toujours du même côté des frontières. Donc ma question c'était, est-ce que dans les musées, dans le monde des musées, il y a un travail avec les pays d'origine pour mettre sur pied des structures, aider à la construction ou l'organisation de structures culturelles qui permettent aux objets de revenir, etc. Je ne sais pas, premièrement. Et deuxièmement, rebondir encore sur quelque chose que vous venez de dire à propos de l'église de Bandar qui a été détruite, etc. Le but de faire revenir un objet n'est pas forcément de le remettre à l'endroit où il était quand il a été pris. Je pense en particulier à toutes les œuvres d'art qui ont été pillées à des familles juives. Elles ne sont pas revenues dans les maisons en question puisqu'elles ont été démolies. Donc il y a bien un moment où on se pose la question du retour des œuvres à leurs propriétaires ou du retour des œuvres de manière symbolique aux autorités qui pourraient représenter ces familles ou ces gens qui ont été spoliés ou tout simplement brûlés dans des fours crématoires. Hein. Toutes ces questions-là sont abordées d'une façon ou d'une autre. Et là, voilà, c'est ça les questions que je me pose. Quel est l'accompagnement qui est fait? Et deuxièmement, quel est le mode de retour d'un objet en élargissant son contexte de départ? Merci. Effectivement, il y a, enfin, c'est le travail de tous les grands musées occidentaux que d'œuvrer à la création, en particulier en Afrique, puisque je pense que la question concerne essentiellement l'Afrique. Pas forcément, je ne suis pas africaine. Alors, parce que la situation est très différente selon les régions du monde. La Chine, par exemple, a une stratégie particulière. Les musées du Pacifique n'ont pas la même stratégie non plus que les musées africains. Le cas de l'Afrique est à mon sens le cas le plus criant, parce que c'est le seul dans lequel l'hémorragie patrimoniale soit aussi colossale. Encore une fois, la part du patrimoine chinois, par exemple, hors de Chine, ou même la part du patrimoine mexicain hors du Mexique, n'est pas la même que celle du patrimoine, en tout cas du patrimoine ancien africain hors d'Afrique. Ce sont des questions qui sont compliquées à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Si, pour reprendre l'exemple d'Abomey, vous avez peut-être vu dans la presse également la réaction enflammée d'un célèbre artiste béninois qui a appelé très fortement à ce que surtout les objets ne retournent pas au Bénin tant que son gouvernement incapable serait en place. Donc ce sont des sujets complexes. Il ne faut pas le voir de manière sombre. Moi je suis assez optimiste sur le long terme. Par exemple, il y a un considérable musée qui est en train d'ouvrir à Dakar, avec un directeur compétent et dégourdi, avec lequel nous sommes par exemple en train de travailler à une stratégie de dépôt et de prêt, mais il est lui-même, tout ça est très, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, il est lui-même l'objet d'une discussion forte à l'intérieur de son pays, où une grande partie de la communauté lui dit « nous ne voulons pas de ces œuvres anciennes qui ne nous parlent plus, nous sommes musulmans, nous voulons que ce musée soit essentiellement consacré aux artistes vivants et devienne un musée de l'art contemporain africain, et non pas un musée qui soit destiné à accueillir des œuvres qui n'ont plus de véritable connexion avec nous. » Donc ce réseau existe, il se met en place dans un contexte politique difficile, mais il se met en place, et en tout cas, ce que j'ai pu voir, je pense que tous mes collègues qui sont dans la salle, depuis une quinzaine d'années, dans le sens des échanges et de la coopération entre les musées,
me rend plutôt optimiste. Il y a aujourd'hui d'abord des moyens d'information, des moyens de communication, des systèmes institutionnels d'échange qui sont, je pense, beaucoup plus efficaces que les positions très, très frileuses qu'on pouvait avoir il y a une vingtaine d'années. Et je pense que ces questions vont plutôt dans le bon sens. Je crois qu'on peut être plutôt optimiste sur ce terrain-là, mais effectivement, ce sont des choses qui prendront du temps. Il y a deux questions à soulever au moins. Ensuite, Paul Sagouin. Vous m'entendez? Oui. Juste pour donner un petit peu la parole aussi au tout petit musée, la présentation très rapide que nous avons eu à faire tout à l'heure laissait peut-être pas entrevoir l'étendue de notre travail, mais on travaille étroitement avec les pays de provenance dans la mesure de nos possibilités humaines et financières. Moi, je suis toute seule pour m'occuper de l'ensemble du département et assurer la direction adjointe de l'établissement. Mais il y a des collaborations de multiples formes en fait, qui se font, soit par des déplacements sur place pour faire de la recherche autour de collections, soit par l'accueil à la demande des pays. Donc, moi, j'ai reçu un agent du musée de Bamako qui est venu travailler à mes côtés pendant 2 mois. Là, j'ai une demande qui émane du Cameroun avec lequel une convention de partenariat a été passée pour aider à l'élaboration d'un parcours muséographique et aider aussi à la formation dans le champ des métiers de la conservation et de la médiation auprès des publics. Et on essaye aussi de trouver d'autres modalités de collaborer. Le petit produit numérique que j'ai présenté tout à l'heure en était une, c'est-à-dire faire un travail de recherche en commun et mutualiser ce travail-là et faire des produits mutualisés qui peuvent se déployer aussi bien chez nous que sur le continent africain, que dans le Pacifique. Donc il y a des tas de formes nouvelles, même de collaboration qui apparaissent ces dernières années. Et il y en a encore d'autres à inventer et on essaye au fur et à mesure aussi. Et en fonction de nos collections, parce que comme on disait, on ne peut pas se démultiplier et on n'a pas des collections universalistes, donc en fonction des points forts de nos fonds, on essaye d'engager des partenariats étroits avec les pays de provenance et de faire des formes de retour du patrimoine vers ces territoires, mais qui ne sont pas forcément des retours matériels, qui peuvent être des retours sous forme de publication, sous forme de création numérique, de création plastique également. Juste 2 secondes par rapport à ça. On n'a pas culpabilisé sur les 2 siècles d'histoire de nos musées. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de ce qui s'est passé précédemment. L'idée, c'est vraiment de travailler dans une logique justement de communication entre nous et avec les collègues des autres pays de par le monde. Avec nos moyens réciproques les uns et les autres, à la fois en termes de collection et en termes d'équipe. Il y a un monsieur qui voulait. Paul Sagouin, qui est donc le directeur du musée de l'histoire du judaïsme. Oui, moi je voulais juste, puisque la question des patrimoines des communautés juives a été évoquée, je voulais juste glisser un grain de sable dans le raisonnement et indiquer que la question de la polarité des restitutions, elle peut, ou des déplacements de collections, elle peut aussi s'inverser. Juste pour rappeler que les choses sont peut-être moins binaires, moins manichéennes qu'on pourrait penser. Je prends là non pas la question des spoliations liées à la Shoah, mais la question des patrimoines des communautés juives du Maghreb et d'une façon générale des pays musulmans, dont on sait que la plupart des communautés ont émigré à partir de les ont quittés après la décolonisation, disons pour l'essentiel, et où ces communautés ont disparu. Il y a beaucoup de ces patrimoines qui sont restés dans les pays d'origine, qui sont des patrimoines en grave péril, voire des patrimoines aujourd'hui disparus. Et donc la question qui peut se poser, c'est celle effectivement d'une exfiltration, j'emploie le mot avec des guillemets naturellement, de ces patrimoines, notamment vers la France, où une partie importante, en tout cas des Juifs du Maghreb, ont émigré à partir des années 60, d'autant que ces patrimoines étaient des patrimoines privés ou des patrimoines communautaires, et donc on peut se poser la question. Alors évidemment, quand il y a des projets muséaux, comme ça peut être le cas en Tunisie ou au Maroc, de musées consacrés au judaïsme autochtone, c'est une question à prendre avec beaucoup de pincettes, mais on voit quand même dans cette question que les transferts ne sont pas forcément du nord vers le sud. Voilà. L'histoire de l'art a été abondamment attaquée pendant le début de ce colloque. On a parlé du désastre lazarien de notre père à tous en l'histoire de l'art. Alors quand on est directeur général de l'Institut d'histoire de l'art, est-ce que l'on peut repenser la question de l'histoire de l'art à l'aune des problématiques de la diversité de risque et un salut dans l'histoire de l'art pour la diversité? Merci Sylvain. Je savais bien que de toute façon, en intervenant dans une session qui serait introduite par Jean Hubert,
l'histoire de l'art serait mise sur la sellette, mais ça en l'occurrence, ça me va très bien. Je vais essayer d'être assez bref, parce que je parle d'un point de vue qui est évidemment un peu différent de celui qui a été celui des intervenants précédents, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de ma propre expérience, ni de commissaire d'exposition, ni de directeur d'institution, et de toute façon, je n'ai pas dirigé de musée au sens strict du terme. J'ai dirigé un établissement qui avait des collections, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et partir en fait d'une question qui a été posée par Jean-Hubert Martin à la fin de son intervention, et j'étais absolument ravi, je dois dire, c'est-à-dire celle de la possibilité de l'existence aujourd'hui d'un grand récit global avec toutes les cultures, pour toutes les périodes possibles, etc. Parce que je crois que ce que l'on voit en partie à travers les discussions, à travers les contributions que nous venons d'avoir, et à travers des discussions qui sont beaucoup plus larges, c'est comment nous sommes aujourd'hui obligés, dans un monde qui est un monde effectivement globalisé, alors on peut mettre tous les bémols qu'on veut, évidemment il faut plus complexifier cette idée de globalisation, comment l'idée qui a donné naissance au musée, en tout cas en France, mais de façon assez générale, c'est-à-dire celle du Grand Muséum Central des Arts de la République de 1793, dont il reste et trace très fortement dans la structure même qui est celle de nos musées, me semble-t-il, doit être réinterrogée et est très largement interrogée de façon très pratique et très concrète dans cette situation qui est la nôtre. Ce pourquoi je voudrais plaider, et peut-être que ça va avoir l'air un plaidoyer trop de mots pour la discipline que je représente, c'est comment on arrive dans ce contexte qui est un contexte de globalisation, mais qui va avec une forme d'éclatement, et j'étais très sensible dans les interventions qu'il y a eu précédemment au fait qu'effectivement on a une forme d'éclatement, on a des musées spécialisés avec des essais de recomposition qui sont très importants. Comment on arrive dans ce contexte-là, dans un espace élargi, à redonner le sens d'une continuité temporelle, redonner le sens d'un espace qui est un espace élargi mais effectivement global. Je ne vais pas en parler de façon internationale, même si d'une certaine façon, les rares exemples de musées véritablement fidèles à l'esprit du Muséum central de 1793 ne se trouvent plus en France. C'est par exemple le Metropolitan Museum de New York, plus que les musées français, sinon certains musées en région, mais dans les collections ne sont pas suffisants d'une certaine manière pour porter ce projet véritablement. Donc ce que l'on fait, c'est de juxtaposer des musées plus spécialisés, avec l'idée que l'on reconstruit d'un côté une continuité temporelle à travers cette juxtaposition, et puis une continuité géographique ou culturelle à travers une juxtaposition de spécialisation. Or, évidemment, ce qui est frappant si je m'arrête au cas français, c'est que nous vivons dans une structure nationale qui s'est très profondément renouvelée. On voit à quel point d'ailleurs elle est source de débat aujourd'hui, renouvelée d'un point de vue social, et je pense que ça a un effet extrêmement important, qui n'est pas seulement un effet lié à l'idée de démocratisation des publics, des musées, qui est une ancienne, mais qui est aussi lié au fait qu'on est allé effectivement, enfin nous vivons dans une société où les pratiques culturelles ont été très largement déhiérarchisées, et où au modèle unique et pyramidal qui existait auparavant s'est substitué une multitude de modèles partiels, et certainement très fortement individualisés. Comment on reconstruit du commun à partir de là, ça me semble être une première question. Une structure nationale qui s'est évidemment très fortement diversifiée en termes d'origine des populations, que cette origine soit ensuite visible ou qu'elle ne le soit pas. À mon sens, si l'on pense dans ce terme national, on peut décider que le cadre national n'a pas d'intérêt. Là, je me situe vraiment dans ce cadre national. Il me semble que l'ensemble de cette situation doit être pris en compte. Et puis, on peut dire un renouvellement aussi, ou une recomposition, en termes, je ne sais pas s'il faut l'appeler culturel, dans un autre sens que celui qu'on a employé jusqu'à présent ici, qui a au moins autant à voir avec la question de l'éducation et du niveau d'éducation et du niveau de connaissance minimal. Puisque nous sommes dans une situation paradoxale, et j'étais très frappé par
certaines choses qui ont été dites sur le bagage nécessaire pour comprendre les œuvres, cette espèce de façon dont l'histoire de l'art est effectivement attaquée, et elle l'est de façon assez large de ce point de vue-là, comme nécessitant un savoir particulier et que ce savoir serait problématique. Je dis que nous sommes dans une situation paradoxale parce que, précisément, le niveau d'éducation globale de la population française est évidemment beaucoup plus élevé qu'il ne l'était précédemment. Et qu'on pourrait penser qu'au contraire, d'une certaine manière, du coup, les musées pourraient jouer avec cette manière dont le niveau général s'est élevé, travailler avec. Ça pose la question de l'enseignement d'histoire des arts à l'école, etc. Je ne vais pas en faire un sujet aujourd'hui. Bref, ce que je voudrais essayer de poser simplement comme question, c'est comment peut-on aujourd'hui faire toute sa place à ce renouvellement dans les politiques des musées, en faisant attention, à mon sens, à deux écueils majeurs. D'une part, celui de ne s'adresser qu'à une sorte d'élite pré-cooptée, le terme est un peu bizarre, mais tant pis, qui serait simplement la perpétuation de celle pour qui les musées ont été faits dans le passé, et d'autre part, se satisfaire d'une espèce de fragmentation, d'atomisation maximale, qui à aucun moment ne refait du commun. Et je pense que si l'on pense le rôle social, ou sociétal, citoyen des musées, et de l'histoire de l'art comme outil de ce point de vue-là, et je voudrais plaider pour l'histoire de l'art comme un outil de ce point de vue-là, ces deux écueils doivent évidemment être très fortement évités. Alors, je continue à penser qu'il est nécessaire de partir de ce point de vue-là de la question de l'histoire, de la présence de l'histoire, et de ce qui constitue le commun d'aujourd'hui, qui est le résultat d'une histoire longue, et que une des tentations importantes, c'est effectivement de gommer cette histoire, et on voit bien pourquoi il est intéressant de gommer cette histoire. Il est intéressant de gommer cette histoire parce qu'on pense que comme ça on fera du consensus. On pense qu'on fera du consensus parce qu'on va oublier les effets les plus difficiles de l'histoire, si je me situe dans le cadre national de l'histoire française, et on va faire comme si on oublie tout ça, on repart à zéro, et tout va très bien aller. Sauf que l'ensemble de nos structures nationales nous disent le contraire. Alors peut-être qu'il y a des pays au monde, je suis binational français et américain, et les États-Unis se vivent comme un pays de repartir à zéro permanent, et c'est d'une certaine manière possible. Je crois qu'en France, ça n'est absolument pas possible, et peut-être de façon plus large, en Europe, ça n'est pas possible. Et si on veut que l'Europe soit autre chose que simplement une sorte de réserve de musées et pour touristes du monde entier, on a intérêt à partir de nos spécificités. On voit bien en même temps que la France a un problème très important pour affronter ces dimensions historiques dans leur complexité et dans leur caractère de dissensus, puisque en gros on met à peu près, nous sommes peut-être les grands spécialistes internationalement de ce point de vue-là, entre 50 et 70 ans avant de commencer à digérer un événement. On est peut-être en train de commencer à digérer plus ou moins, et encore on voit que ça revient régulièrement dans le débat public, la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. Donc effectivement on a un problème spécifique. J'insiste très fortement sur ce fait que je crois, alors ça peut être une position théorique, et je l'assume d'une certaine façon, que le débat démocratique, il est fait de dissensus et pas seulement de consensus, et que le musée doit être normalement effectivement un lieu de d'émerveillement. Je ne sais plus quels sont un certain nombre des termes qu'on a entendus, mais aussi, et je pense que ça a été aussi montré par les exemples que nous avons vus, un lieu de réflexion, un lieu de débat, mais d'abord pas de débat de société périphérique par rapport au musée, de débat dans le musée lui-même. D'où le fait que je veux dire de façon très claire que
rien dans ce que je dis ne s'oppose à ce qui a été présenté, aux diverses présentations qui ont été faites. Je pense que justement, ce qui est très important, c'est que chaque musée a sa spécificité, qu'il y a des prises de risque dans chacun des points de vue qui nous ont été présentés, à partir de cette spécificité, et que c'est ce qui est véritablement important. La question qui se trouve derrière, ou en tout cas la question qui touche celle du rôle citoyen des musées, c'est-à-dire la possibilité de tout citoyen dans notre pays, citoyen ou plus large, tout habitant de notre pays, à trouver un intérêt propre à fréquenter un musée, elle est certainement, pour commencer, celle de la représentation. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on est obligé de partir d'un constat sur ce qu'est la société française actuelle et de se poser la question, dans tout musée, de la façon dont la plus grande partie de cette société, ou dans une situation locale, c'est la plus grande partie de la société locale, peut effectivement se sentir représentée à l'intérieur des collections. Qu'est-ce qui me représente, mais pas d'une façon fermée sur moi-même, mais qui a un lien avec ma propre histoire, et si je suis sur le territoire français à un certain moment, ma propre histoire, me semble-t-il, rejoint une histoire plus large, une histoire qui s'est accumulée et qui est présente dans les musées tels qu'ils existaient dans le passé. Et c'est vrai que j'étais aussi sensible dans les présentations à cette mise en valeur des strates historiques à partir desquelles chacun des conservateurs travaille. Comment on fait à partir de ce sentiment d'être représenté pour entrer dans un récit qui soit véritablement un récit commun? Alors, sans doute, il faut une plus grande diversité des objets, et je pense notamment, parce que c'est la partie que je connais le mieux, pour les musées consacrés à l'art du XXe siècle ou à l'art contemporain. Évidemment, après les magiciens de la Terre, beaucoup de musées ont fait un effort de ce point de vue-là, mais on voit très bien comment il est très difficile à partir de là de reconstruire un récit commun. Quand le Centre Pompidou veut raconter une autre histoire à partir de ses collections, il est obligé, d'une certaine manière, pour la mettre en valeur, de dégager le reste de ses collections permanentes et de faire en sorte de proposer une sorte de contre-histoire. Et quand il ne veut plus faire cette contre-histoire, quand il veut refaire une histoire des chefs-d'œuvre, il remet en périphérie, il a appris la leçon évidemment, mais il remet en périphérie quelques objets qui sont des objets qui n'appartenaient pas à cette histoire canonique. Il me semble qu'il y a là un effort qui doit être un effort extrêmement important, en partant d'une situation qui est une situation spécifique. Encore une fois, ça ne sert à rien de penser qu'on va rattraper les lacunes une fois pour toutes. Deuxièmement, mettre sans doute plus l'accent sur l'origine des objets. Alors ça ne va pas forcément concerner tous les publics et de manière très large, mais ça peut concerner en revanche très largement le travail pédagogique qui est fait par le musée. Pas le travail seulement de médiation, le travail véritablement pédagogique, celui qui se fait par exemple avec les écoles, pas seulement avec les écoles, mais notamment de ce point de vue-là. Je veux dire par là, comment on peut montrer que les objets, effectivement, ont une certaine histoire, et je pense que là encore, tout ce qu'on a entendu le montre de façon très claire, ont une certaine histoire qui est faite à certains moments d'acquisition de personnes qui les ont rapportées, de personnes à qui ils ont été achetés, échangés, volés, spoliés, etc. Et sans faire l'impasse sur ce qu'est effectivement cette histoire. Et de ce point de vue-là, il y a des initiatives tout à fait remarquables dans un certain nombre de musées, mais ça me semble être encore une politique insuffisamment présente, parce qu'il y a à la fois des préjugés qui sont assez fortement ancrés, et d'autre part, une espèce de peur que, évidemment, ça conduise à des demandes de restitution, etc. On voit très bien comment c'est déjà très vivace pour la question des spoliations juives, alors que il semblerait qu'il y ait un consensus fort dans la société, il y a une forme de résistance à la possibilité de le dire et de l'afficher. Je dirige une institution dans laquelle le simple fait d'avoir donné le nom de Rose Valland aux halles d'entrée a posé d'énormes problèmes,
parmi un certain nombre des gens qui fréquentaient ce lieu. Troisième élément, c'est celui d'un décentrement du regard. Alors le décentrement du regard, il peut effectivement passer par la présence des artistes, et j'y suis effectivement aussi très sensible, comme une possibilité pour un musée. Il serait très dommageable que cela se fasse partout, parce que d'abord, on n'a pas forcément des artistes capables de le faire. Je pense que quand Jean-Hubert Martin avait choisi Thomas Huber à Düsseldorf notamment, c'était parce qu'il était très capable de le faire et qu'il avait un point de vue qui était un point de vue rare, et on a sans doute tous en mémoire des exemples un peu ratés de ce genre de choses. Et puis, mais, donc pas seulement les artistes, mais aussi une manière de présenter les collections qui fasse sa part à ce décentrement, et qui, par exemple, dans un musée qui soit un musée de beaux-arts, ne traite pas la présence de la sculpture d'Afrique subsaharienne simplement, ou de l'art japonais, je veux dire un musée des beaux-arts généraliste, simplement sur le mode de sa découverte par les artistes occidentaux. Il est absolument évident qu'on fait perdurer de cette façon-là un regard très fortement ethnocentré, alors même qu'on semble prendre en compte l'effet de ces œuvres sur les artistes occidentaux, et donc apparemment donner leur part à ces autres œuvres. Bref, et j'en termine par là, tout ça est ce qui peut permettre éventuellement de construire un récit commun, complexe, le construire et le reconstruire, parce qu'évidemment il ne peut pas avoir de permanence, puisque la société change de façon très longue, à partir de discussions qui ne sont pas effacées, qui ne cherchent pas à faire une espèce de consensus apaisant, qui évite d'un côté la fragmentation, et de l'autre côté la possible marginalisation de ce qui a été important à une certaine période, mais qui fait bien partie, me semble-t-il, de ce continuum historique. Si on veut que les musées soient véritablement, là je parle des musées des beaux-arts, donc je suis un peu en décalage par rapport à ce qui a été dit précédemment, soient véritablement des lieux de formation citoyenne, avec la part d'histoire de l'art que cela doit comporter, me semble-t-il, il me semble que c'est un enjeu démocratique majeur des sociétés dans lesquelles nous vivons. Merci. Merci Éric de Chasset. Je crois qu'effectivement que la question de l'histoire, l'histoire de l'art n'est pas une exception. Elle a aussi une histoire. Il y a l'histoire de l'art. Et quand on interroge l'histoire de l'art, évidemment, on remet en question des jugements univoques. Et je crois qu'effectivement, c'est pas tant la critique de l'histoire de l'art que la critique de l'unicité de l'histoire de l'art, de l'exclusivité dans un musée que Jean-Hubert Martin faisait. Quand Jean-Hubert Martin disait tout à l'heure, par exemple aussi, il y a des chefs-d'œuvre là-dedans, que vous avez probablement des chefs-d'œuvre de demain. Vous ne faisiez pas allusion, Jean-Hubert, à des œuvres collectives, il y a des œuvres qui étaient présentes dans certaines collections et que l'on regardait avec un nouveau regard. C'est bien l'histoire de l'art, on reprend les collections, on les re-regarde, et là-dedans on peut identifier des choses qui nous parlent aujourd'hui plus fort que d'autres, qui sont plus importantes qu'autrefois. J'ai un exemple, c'est le Walters Museum de Baltimore, qui a une œuvre, la Vénus africaine. C'est un buste de Cordier présenté au salon de 1848. C'est certainement pas la pièce majeure du Walters Museum pour les 50 ou 100 ans qui ont passé, mais c'est devenu aujourd'hui la pièce majeure du Walters Museum. Donc c'est bien en réinterrogeant les collections avec le regard de l'historien et de l'historien de l'histoire de l'art que l'on peut aussi retrouver ce qui fait sens pour nous aujourd'hui, et donc retrouver une forme là de consensus qui ne fait pas l'impasse, qui n'ignore pas les démons, je dirais, de l'histoire que l'on cherche à taire. Alors du coup, on va dire merci aux intervenants, et après les autres intervenants de la deuxième table ronde,